Bienvenue les petits Américains en herbe. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor pour relancer notre chaîne YouTube. Eh ouais, encore. Ah, McDo. Qui ne connaît pas ce fast-food? C'est LA plus grande chaîne de restauration rapide du monde. Et si je vous disais que s'il n'avait jamais vendu de milkshake, il n'en serait pas là aujourd'hui? Vous me croiriez? Non. Allez, prenez votre Big Mac en main et laissez-moi vous raconter l'histoire improbable d'un stand de hot dog devenu aujourd'hui une entreprise pesant des dizaines de milliards de dollars. Richard et Maurice McDonald, deux prénoms qu'on connaît très peu, mais un nom de famille connu du monde entier. Ces deux gars ont tout simplement démocratisé le système de restauration rapide. Rien que ça. Ils apprennent à gérer un restaurant grâce à leur père, qui en possède un depuis 1937 à Arcadia en Californie, et dans lequel il ne vend que des hot dogs, ça s'appelle l'Air Dome. C'est dans cette période qu'ils comprennent que le domaine de la restauration est fait pour eux. Ils s'impliquent de plus en plus dans le restaurant jusqu'à en devenir les gérants. À partir de là, les mecs veulent se faire du blé et décident de déplacer le restaurant. Bah ouais, ils déplacent dans une zone très fréquentée là où il y a le plus de monde, ça paraît logique si on veut se développer. Ils vont donc à San Bernardino en Californie et une fois installés là-bas, ils ouvrent un drive-in et l'Air Dome se fait renommer McDonald's. Alors là, je vous vois déjà arriver derrière vos écrans, mais qu'est-ce que c'est qu'un drive-in? J'en ai rien à foutre. Et ben en fait, il faut savoir qu'à l'époque, en Amérique, c'était très courant de venir au comptoir d'un restaurant et d'être servi directement dans sa voiture. En gros, imaginez, vous allez au restaurant, vous vous garez sur le parking, vous allez à l'intérieur prendre votre commande, et à la fin, vous dites à la personne en caisse, ma voiture elle est bleue. Vous repartez dans votre caisse, et vous attendez votre commande. Au bout d'une vingtaine de minutes, on vous apporte votre plat directement et vous mangez dans votre voiture. C'était ça à l'époque. Mais alors là, c'est quand ça se passe bien dans le meilleur des mondes. Parce que forcément, qui dit service en voiture dit temps d'attente. Et pour les gogoles du fond de la classe, c'est exactement le même principe qu'un cinéma drive-in. On vient avec sa caisse devant un écran géant et on peut regarder le film. Ouais, sauf que là, ils n'avaient pas de film à regarder, quoi. Oui, mais... Bref. Alors là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais on s'en bat quand même bien les couilles. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Eh ben non, parce que c'est ce que nos deux frères ont fait au départ. Depuis qu'ils ont déplacé le restaurant, là les gars, ils sont comme un pneu sur des clous, ils s'éclatent. Au départ, il faut aussi un peu n'importe quoi. Mais ça, je pense que c'était surtout stratégique. Ils ont ajouté plus d'une vingtaine de plats à leur carte. Mais bon, connaissant leur intelligence, à mon avis, c'était plutôt pour tâter le terrain et voir ce que leurs clients avaient vraiment envie. Ou alors, ils étaient complètement cons. Ou alors ils étaient complètement cons. Après ça, ils vont se rendre compte que seulement 20% de la carte est commandée. Des milkshakes, des hamburgers et des boissons. Une fois que leur carte est plus claire pour eux, eh ben ils y vont les gars. Ça optimise dans tous les sens pour pouvoir servir de plus en plus vite, sans pour autant négliger la qualité. Un exemple concret pour réduire les coûts, fini la vaisselle, place aux emballages cartonnés. Les clients jettent leur papier après manger et eux, ils n'ont pas de vaisselle à faire. C'est tout bête pour nous parce que nous, aujourd'hui, on connaît que ça, mais à l'époque, en fait, c'était une idée brillante parce que personne ne le faisait. Et c'est d'ailleurs amusant de remarquer qu'aujourd'hui, ils reviennent à la vaisselle par souci d'écologie. Mais ça, c'est un autre débat. Dans un diner, t'attends une plombe parce qu'ils te préparent ça comme dans un resto. Donc c'est long. T'as découvert ce qui implique un employé pour laver tout ça. Ah, c'est pas faux. Alors que chez les frères McDo, eh ben, les mecs, ils ont tout optimisé. De la cuisson de la viande jusqu'à la manière de manger. Ah ouais, t'optimises ou t'optimises pas. Mais ce que je vous raconte là, c'est rien comparé à la prochaine anecdote. Les mecs, un jour, ils disent à leurs employés, tiens, viens voir m'aider. Ouais. Bon, aujourd'hui, on va aller sur un terrain de tennis. Pourquoi faire? Pour optimiser la cuisine. Quoi? On va dessiner une cuisine sur le sol et on va simuler une journée de travail. Quoi? Allez, c'est parti, on y va. Allez, cassez-vous. Quoi? Non, mais c'est pas ça, fini. Ok. Allez, cassez-vous. Oui, bon, ça s'est sans doute passé comme ça. Donc, ils vont vraiment emmener leurs employés sur un terrain de tennis et ils vont dessiner à la craie toutes les parties de la cuisine, c'est-à-dire le grill, la zone de préparation, là où on dépose les steaks, toute la cuisine quoi. Et les employés devaient faire semblant de faire leurs tâches pour que les frères McDo puissent les observer et les chronométrer. Ça leur a servi tout simplement à voir quelles tâches avaient besoin d'être optimisées ou non. Là où on était bon, là où on était mauvais. Et c'est comme ça que McDonald's est né. Ils servent alors un menu parfaitement sain, vous l'aurez compris, composé uniquement de burgers, de frites et de milkshakes. Tout ça dans un temps record. Et justement, en ayant tellement bien optimisé leur tambouille, ils ont besoin de nouvelles machines plus performantes pour faire des milkshakes et que ça aille encore plus vite. Et c'est là que notre ami rentre en jeu. Laissez-moi vous parler de Raymond Albert Kroc. Mais qui c'est donc celui-ci? Ray Kroc grandit dans la banlieue de Chicago.
c'est un bon gamin, il fait du piano avec sa mère qui lui donne des cours. Vers 1917, il a 15 ans. Il arrête les études parce que bon, c'est pas trop son truc à lui. Il ment carrément sur son âge pour s'engager dans la Croix-Rouge avec laquelle il devient brancardier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant son stage d'apprentissage, il rencontrera un petit mec du nom de Walter Disney. Et bon, lui, je pense que vous le connaissez déjà. Non. Non? Eh ben, moi non plus. Bon, tu te dis qu'il est quand même vachement motivé, le mec. S'engager comme ça à 15 ans, mentir sur son âge et tout, faut être chaud, quoi. Ouais. À son retour de l'armée, il reprend le piano et il est plutôt doué d'ailleurs, parce qu'il va jouer dans... Tu dis de l'armée, mais il était à la Croix-Rouge. Ouais, mais c'est pareil. C'est quand même pas Oui, pareil. Oui, non, c'est pas La pareil. Croix-Rouge, c'est une Pourquoi j'ai marqué association, l'armée non? J'ai marqué l'armée. Oui, Il a fait l'armée ou la Croix-Rouge? Eh ben, C'était- c'est parce qu'en fait, c'était l'armée du salut. Ouais. Mais l'équivalent de la Croix-Rouge. Il y en a qui disent... Non, mais c'est vrai. Il y en a qui disent Croix-Rouge sur certaines sources et l'autre l'armée du salut. Ok, Mais bref, il était brancardier. ok, Ouais. brancardier. Il était brancardier, dans l'armée des brancardiers. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. À son retour de la Croix-Rouge, il reprend le piano et il est plutôt doué d'ailleurs, parce qu'il va aller jouer du jazz dans les cabarets de Chicago. Le truc, c'est que ça fait pas beaucoup. Alors il décide en même temps de vendre des instruments de musique, et c'est comme ça que, sans le savoir, il fait ses premiers pas dans le commerce. Mais au final, il se dit que c'est pas terrible comme boulot et il veut faire un vrai métier. Il cherche et il tombe sur une boîte qui s'appelle Lily Tally Cap. Attends, tu dis un vrai métier, c'est-à-dire que jouer de la musique, c'est pas un vrai métier, quoi. Pour lui, non. Ok. C'est lui qui dit ça, hein. Ah oui, Pas oui, moi. non, mais bon, t'es en train de critiquer tous les musiciens. Oui, oui, non, Hein? mais après, voilà, il Voilà, joue de la c'est- musique. ça. Artiste, c'est pas un vrai métier, quoi. Non, non. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes des artistes, cassez-vous. Odieux. Tous les mecs sont odieux. Apparemment, ça lui plaît plutôt bien parce que le bourg, il va quand même rester 15 ans dans cette boîte et devient même. Ah. Ouais, non, ça me faisait un peu chier. Ouais. Vous voyez les fils? Non, t'as pas l'impression que je suis en train de. Ah merde, excuse. Non. Ouais. Je reprends. Apparemment, ça lui plaît plutôt bien le bougre, parce qu'il reste quand même 15 ans dans cette boîte et devient même chef des ventes de tout le Middle West. C'est un peu western, ouais. Le Middle West. Et un jour, il reprend contact avec un vieux pote et il lui dit « Wesh le sang, ça dit quoi ?» Bon, c'est... Ah, il a vraiment dit ça? oui, il a Ok. dit ça. Ok. Bon, c'est une traduction maison, hein, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. Ils discutent et son pote lui parle de son business. Il a créé une machine capable de mixer plusieurs milkshakes en même temps. Et ça, à l'époque, les milkshakes, c'était quand même une institution aux États-Unis. Et ça l'est encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. Et là, il faut savoir que Ray, c'est un mec calagnac. Il en veut quoi. Il est bouillant. Du coup, son histoire de mixeur là, ça le chauffe bien. Tellement qu'il achète les droits de distribution. Il démissionne de son taf actuel et il se met à les vendre. Ça cartonne les premières années, mais forcément, au bout de 15 ans, les ventes diminuent un petit peu, il est un peu déprimé, il se remet en question et il va même écouter des vinyles de motivation et de conseils en business. Putain. Et oui. Oui, ça existait Waouh. déjà, parce que ça se passe dans les années 40, hein. Ah ouais. Même un peu avant, donc ça existe Il y depuis avait longtemps. déjà des youtubeurs sur vinyle. Et qui oui. faisaient ça, quoi. Et oui, parce que tous les trous du cul qui vous vendent des formations sur YouTube, là, et en conseil, en business, tout ça, ça existait déjà dans les années 40. Et la plupart d'ailleurs de ceux qui vous vendent ça, ils ont absolument rien inventé, puisque tout est pompé des vrais businessmen américains. Mais ça les empêche pas de vous vendre ça des centaines, voire des milliers d'euros la formation, pour une formation qu'ils ont eux-mêmes créée. Hein. Oui, oui, c'est tous des enculés là-dedans, de toute façon. Oui, exactement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On arrive en 1954. Ray continue d'espérer et un jour, il y a un mec qui l'appelle et qui lui dit « Ouais, ton mixeur, là, je vais t'en prendre 8. » Alors, Ray, il lui dit oh, tu te fous pas un peu de ma gueule ?» Le mec lui dit « Non, c'est pas une connerie, je t'en prends 8. » Alors Ray, il se dit « Putain, il faut que j'aille les voir, quoi. » Alors, il y va et sur le trajet, il se dit « Bon, tu peux me prendre un mixeur, mais pas 8. Bon, allez, tu peux me prendre 2 mixeurs, mais pas 8. Bon, allez, admettons, tu me prends 3 mixeurs. Enfin bon, vous avez compris. Il traverse quand même tout le pays, le type. Il arrive devant le resto, et là, il voit une énorme queue. C'est toujours impressionnant, c'est sûr, mais bon, là, on parle d'une file d'attente. Donc calmez-vous. Il patiente dans la file, et il se dit, merde, c'est quoi tout ce monde, en fait? Arrive son tour, et lui, il est habitué au diner ou au drive-in à l'époque, où, je rappelle, t'attends 20 minutes dans ta caisse avant d'être servi. Arrivé au comptoir, il passe sa commande, et il commence à partir, pour aller dans sa voiture, en fait. L'habitude des diners. Et là, le mec en caisse lui dit, oh, ta commande. Alors, Ray, il est déboussolé parce qu'il est déjà servi. Je sais pas. Waouh! Ça, c'est... Ouais, c'est incroyable, quand même, comme anecdote.
Oh la phrase. La phrase est dramatique. Ça lui paraît incroyable. Il voit qu'il a son burger emballé dans un papier, ses frites dans un récipient en carton, il n'y a pas de couvert, il n'y a pas d'assiette. Mais il est un peu perdu. Alors du coup, il s'assoit sur un banc et il regarde comment les gens font autour de lui. Ils mangent avec leurs doigts et ils jettent leur papier tout simplement Par terre. voilà, par terre. Il fait comme les gens autour de lui et à la fin du repas, c'en est trop. Il est fasciné et dans sa tête, là, c'est la fête du slip. Comment un petit restaurant comme ça fait pour être aussi rapide et comment ça se fait qu'il y a autant de monde? Il en peut plus et il va voir les responsables. Il dit qu'il est le représentant des mixeurs qu'ils ont commandés et qu'il doit y avoir forcément une erreur. C'est là qu'il rencontre les frères McDonald. Les frères sont très gentils. Ils lui montrent les coulisses, l'optimisation qu'ils ont mis en place, l'ergonomie de la cuisine. Il se rend compte que tout est pensé de manière presque militaire. C'est un pas à gauche, deux pas à droite. Je mets le plateau ici, je récupère les steaks là, etc. C'est d'ailleurs très inspiré du Fordisme. Vous savez, Henry Ford, il a lui-même optimisé son usine de voitures pour pouvoir produire de manière beaucoup plus rapide et réduire tous les coûts. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux vous faire une vidéo sur lui. Vous avez simplement à l'écrire dans les commentaires, comme ça je le saurai. Ou alors, je sais pas, vous écrivez un truc style poil ou slip, j'en sais rien, mais je saurai que c'est pour ça. Et puis ça nous aide pour le référencement et surtout pour gagner énormément d'argent. C'est vrai ça. Bon là, Ray, il en peut plus. Il est impressionné. Ces mecs, c'est des génies pour lui. Il comprend mieux maintenant pourquoi ils avaient autant besoin de mixeurs. Il leur dit que le concept du restaurant est incroyable et qu'il faut absolument franchiser ça. D'en ouvrir partout parce que ça va cartonner dans tout le pays, dans tout le monde même. Ça pourrait devenir une chaîne de resto ultra puissante, voire même un empire. Ah on peut pas lui enlever le fait qu'il avait du nez, le mec. Alors, avec un discours comme ça, les frères McDo lui répondent tout simplement qu'il peut cordialement aller se faire foutre. Ray insiste parce qu'il sent que ça va marcher et qu'il y a un max de blé à se faire. Mais les frères McDo, ils sont contre et en fait ils l'envoient chier. Parce que pour eux, leur affaire fonctionne très bien comme ça et ils n'ont pas du tout l'ambition de conquérir le pays. Ils se font pas mal d'argent avec leur resto, donc ils s'en tiennent à celui-ci, ce qui paraît logique. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Notre bon vieux Ray là, il a la niaque. En 1954, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il a quand même 52 ans. Mais il n'y a rien qui lui fait peur. Et là, il va se passer de longs moments de négociation. Il leur parle des nombreux avantages d'ouvrir des franchises et que ce serait excellent pour eux et leur business. Les frères sont toujours sur la négative, mais à force de les travailler, Ray il dit « Bon les gars, ouvrez des franchises, vous allez mieux gagner votre vie, on reconnaîtra votre talent dans tout le pays, voire dans le monde entier, et en plus, vous n'aurez rien à faire à part empocher l'argent parce que je m'occuperai de tout. » Alors, marché conclu. Et les frères McDo ont accepté. Ray sait qu'il a les clés pour démarrer une franchise et que ça va cartonner du feu de Dieu. Il est ultra chaud. Il commence à en ouvrir partout. Le truc, c'est que ça marche pas comme prévu pour lui. Les restaurants sont un succès, ça c'est pas un problème, mais il n'a pas énormément de rentrée d'argent. Parce que ouvrir une franchise, ça coûte. Le mec, il achète des terrains, il construit des bâtiments, il embauche le personnel, il y a beaucoup de frais quoi. Les franchisés, eux, ils doivent lui donner 2% de leur chiffre d'affaires. Et sur ces 2%, il y a 0,5% qui vont pour les frais, c'est-à-dire un quart. On fait des mathématiques aussi ici. Ah ouais? Ouais, ça c'est un peu poussé quand même. Mais comme je le disais, c'est pas les 2% du chiffre d'affaires qui vont éponger toutes les dépenses. Ils cherchent alors à faire le plus de dollars possible, mais bon, ils galèrent pendant plusieurs années. Certains franchisés font un peu comme ils veulent. Ils n'écoutent pas tellement Ray, et comme lui, il souhaite se faire un maximum de blé, ça l'aide pas. En plus de tout, comme il en fait un peu à sa tête, Ray, il s'embrouille avec les frères McDo. Bref, c'est pas une super période pour lui. Sauf que coup de théâtre, un nouveau personnage fait son apparition. Laissez-moi vous présenter Harry Sanborn. Ce mec-là, c'est grâce à lui si McDo est aujourd'hui aussi puissant et riche. Enfin, il a très bien contribué. Et bien avant, il travaillait chez Tasty Freeze. C'est une enseigne de restauration rapide, mais eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est glace molle. Y a pas de remarque gaufle. Même pas. Alors c'est quoi une glace molle du coup? C'est une glace qui bande pas. C'est nul! Pour briller en société, sachez que le McFlurry de chez McDo, c'est une glace qui est dite molle. En fait, c'est ultra léger à prendre, c'est très aéré, comparé à une glace de chez Häagen-Dazs par exemple. Ah oui, comme ça, d'accord. Voilà, oui, là j'ai ça. compris, ouais. Bon, et notre copain là, son rôle chez Tasty Freeze, en fait, c'était d'être vice-président des finances. Et comme c'était un groupe assez important, ça lui a donné beaucoup d'expérience dans la gestion ainsi que la finance. Et qui cherchait un conseiller financier dans cette période? Un mec qui galérait financièrement, avec ses franchises de restauration rapide, qui commence par Mac et qui finit par... Oh, ta gueule. Oui, bon, c'était Ray Kroc. Harry quitte l'entreprise dans laquelle il travaillait à cause d'un conflit interne et c'est comme ça que nos deux amis se rencontrent. Ray adore l'expérience de Sanborn et lui est motivé par la détermination de Ray. Les deux discutent beaucoup de finances, du succès de McDo et Harry lui dit « Mais dis donc mon copain,
pourquoi t'es endetté comme ça alors que t'as la chaîne de resto la plus rentable des États-Unis? Ray lui explique sa situation et forcément, Harry se fout de sa gueule. Et en discutant, il lui dit attention, magie. Mais vu tous les terrains que tu possèdes, pourquoi tu te lances pas dans l'immobilier? Quoi? Bah ouais, t'es pas dans les hamburgers, toi, vu tout le patrimoine que t'as, mais t'es dans l'immobilier. De quoi? Si tu veux gagner du fric, mon pote, achète les terrains et loue-les à tes franchisés. McDo, pour le grand public, c'est une chaîne de restaurants, mais à côté, ça doit devenir une société immobilière. D'accord. Et là, pour Ray, pouah, Sonborn vient de lui donner l'idée la plus rentable de tous les temps. Il lui propose alors le poste de responsable des finances dans la nouvelle société qu'ils créent tous les deux, Franchise Realty Corp. Pas franchise, plutôt. Franchise. French fries. French fries. French fries. J'adore rire. Harry en devient le gérant. Les contrats avec les franchisés ont été complètement revus et sont maintenant beaucoup plus rentables pour Ray. Tout ça malheureusement dans le dos des frères McDo. Maintenant, chaque franchisé devra verser un loyer à la société de Ray, en échange de quoi ils devront faire un très bon chiffre d'affaires, sinon, ciao les minables. Ray se réserve le droit de les expulser de ses terrains si le chiffre n'est pas bon, tout simplement. Alors autant vous dire que les gérants s'appliquent à faire un très bon chiffre. Ce qui veut dire que c'est fini tous les mecs qui faisaient un peu à leur sauce là, parce que certains franchisés n'en avaient rien à foutre. McDo, le principe c'est que le client soit servi vite, que ce soit pratique. Bon, je ne refais pas le topo, mais vous avez compris. Il y a certains franchisés qui ne respectaient pas du tout les recettes, qui mettaient d'autres ingrédients, tranquilles, d'autres qui ajoutaient carrément d'autres plats à la carte, et il y en a un même qui se servait de l'image de McDo et qui en avait fait un diner. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Lui, les clients pouvaient venir à l'intérieur, avec de la vaisselle, tout comme avant, dans un resto classique. Rien à foutre le gars. Avec ce nouveau type de contrat, Ray les tenait par les couilles. Donc croyez-moi bien que ça filait droit cette affaire. Pas un pet de travers dans les franchisés. Au fil du temps, Ray veut rendre ses franchises de plus en plus rentables. Il se laisse un peu séduire par les idées du type glace en poudre pour les milkshakes ou alors les frites surgelées par exemple. Mais ça ne plaît pas vraiment aux frères McDo, parce que ça s'éloigne vraiment de leurs valeurs. Mais Ray, lui, il fait ça parce que pour conserver les glaces, par exemple, il faut un putain de congèle. Et ça coûte une couille. Alors que pour la poudre, tu la fous sur une étagère et on n'en parle plus. Et pareil pour les frites. Au lieu de stocker 8 milliards de patates derrière la boutique, les éplucher à la main, foutre des éplucheurs partout, et t'en as partout, ça fait chier, putain de merde. Et voilà, on prend des frites congelées. Alors certes, tu payes un congèle, mais tu économises énormément sur la main-d'œuvre et sur le temps. On optimise, bon Dieu. Ah, mais du coup, il paye aussi un congèle. Oui, mais Il aurait pu foutre les glaces dedans. Hein, en gros, non. D'ailleurs, petite anecdote sur les frites. Effectivement, les patates étaient conservées à l'arrière de la boutique, dans des casiers prévus. Sauf que les mettre dehors en Californie, c'est pas comme les mettre dehors en Pennsylvanie, parce que le temps n'est pas le même, tout simplement. Et ils s'étaient rendu compte que les frites en Californie n'avaient pas le même goût que dans le reste du pays. Alors là, les mecs, ils étaient là, merde, pourquoi, c'est quoi ces conneries là? Pourtant, c'est la même variété de patates, on les cuit de la même manière, je comprends pas. Tout simplement, parce qu'en fait, en Californie, il fait un peu plus chaud, donc le climat altérait un peu leur goût. D'où la volonté de Ray, qui voulait tout uniformiser, d'utiliser des frites congelées. Au moins, t'as plus ce problème. Et ouais, vous pourrez briller en société grâce à moi. Je m'en souviendrai, mon cher monsieur. Écoutez, arrêtez. Je m'en souviendrai. Enfin bon, tout ça pour dire que les frères McDo, ça leur plaît pas du tout. Et forcément, ils se prennent la tête avec Ray. Et lui aussi, il commence à en avoir plein le cul. Dans sa tête, il est là, mais merde, ils sont trop cons en fait. Ils voient pas qu'en faisant ça, on fera un max d'économies et on sera beaucoup plus rentable. Lui, tout ce qu'il voit, c'est le profit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une croissance lente, que ça aille petit à petit, parce qu'ils veulent tout garder sous contrôle. Une croissance rapide, ce serait trop de risques de se retrouver submergé, par exemple. On a alors d'un côté les frères qui veulent une enseigne qui sert de la qualité, et de l'autre, Ray qui veut construire un empire, parfois au détriment de cette dite qualité. Le dit, il est rajouté. Ouais, le dit est sympa. Ouais, mais c'est franchement, voilà. et on monte en level. Hein. Ouais, peut-être que je dis en fait et du coup, mais bon, je peux dire des trucs comme ça. Donc forcément, ça crée des tensions. J'aime bien à la fin. Des fois, j'oublie des bouts de phrases. Je le dis à la fin. On achète le même mobilier, on met une tenue commune, on a les mêmes présentations, les mêmes ingrédients, le même menu, bref, tout pareil. Ils décident aussi d'investir à fond dans la publicité pour se faire connaître et, bon, je vais vous en montrer 2-3, c'est pas d'une qualité de fou, parce que ça date des années 60, mais c'est très intéressant pour vous montrer l'influence qu'elle pouvait avoir à l'époque sur le peuple américain. Ok, smile, say cheeseburger. 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 Cheeseburger! When people really want to smile, they order a McDonald's cheeseburger. When you want something to really smile about, stop by at McDonald's and say
Cheeseburger! Look for the golden arches at McDonald's, the closest thing to home. Bon, alors déjà, on peut voir que sur celle-là, bah, le mec, il sait pas prendre de photos, hein, parce que quand le flash il arrive, à ce moment-là, voilà ce que ça donne. Mais bon, ça c'est pas la question. On peut voir ici qu'il montre une famille, les parents et aussi l'enfant, ce qui aura un impact plus tard sur le côté très familial de McDo. Et à la fin, évidemment, le slogan « The closest thing to home ». Waouh. Waouh. Eh oui, Bilingue. ça c'est fort parce que le mec nous dit quand même que son resto, c'est le plus proche de chez toi. T'emmerdes pas à aller ailleurs, viens chez nous, on est à côté. Et c'est pareil pour la seconde pub. That's it, folks. Ready for a meal now that the game is over? Hurry over to one of the more than 900 McDonald's, now serving family communities from coast to coast. You're probably only minutes from America's favorite carry-out restaurant. You know, McDonald's is the closest thing to home. McDonald's fast take-home service is the perfect answer for parties, workday lunches, and family meals anytime, with no fuss or dishes to do. Whether it's a cheeseburger, fish sandwich, pure beef hamburger, our famous French fries, a triple thick shake, or a soft drink, it's America's greatest food value. No wonder you see so many of your neighbors there. If you want home quality cooking without the home work, try McDonald's for fast take-home meals. Look for the golden arches at McDonald's, the closest thing to home. Ici, le présentateur dit que t'es qu'à quelques minutes max d'un McDo, parce qu'il y en a 900 à travers les États-Unis, et que t'es servi ultra rapidement. Et c'est renforcé par le fait que les potes qui étaient là genre 10 secondes avant avec lui soient déjà arrivés chez McDo. Il appuie sur le fait que tu peux avoir un repas complet avec boisson et dessert, mais que tu n'as pas de problème pour faire la vaisselle, puisqu'il n'y en a pas. Là, c'est des pubs plutôt normales. Après, il y a eu des trucs, bon, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Tiens, je vais te montrer. Hamburgers at McDonald's are fun. C'est un peu long quand même. Filet fish sandwiches at McDonald's are fun. C'est trop long. McDouble. Waouh. Je sais même pas quoi dire. Allez, une dernière, ça c'est plutôt pour vous les mecs. If your day is full of sorrow, don't forget about tomorrow. It may change your throw your hope away. Oh my darling, can't you see? You're the only one for me. Can't you see? McDonald's every time a good time. Et voilà, McDo vous montre aussi comment vous débarrasser de votre bonne femme. C'est sympa, merci. Je vous invite à aller en chercher sur YouTube, il y en a des centaines. Des drôles, des malaisantes, hein. Mais elles sont toutes très intéressantes, je trouve, pour comprendre l'impact qu'ils avaient à l'époque, question publicité. Bon, avec tout ça, notre bon vieux Ray, il commence à se mettre très bien. Mais il a toujours un frein, les frères McDo. C'est comme ça qu'arrive la proposition qui va tout changer, la fameuse. Les trois se réunissent pour discuter de la situation. Ray propose de racheter leur part pour 2,7 millions de dollars américains de l'époque. En gros, aujourd'hui, ça ferait à peu près 10 fois plus. Il veut posséder l'entièreté de l'entreprise et de la marque, ce qui inclut donc que les frères devraient changer le nom du resto qu'ils gèrent. Il y a donc un grand moment de réflexion pour eux, et Ray réussit à les séduire avec une dernière option qui est tout simplement leur donner 1% du chiffre d'affaires de McDo chaque année. Là, ça intéresse quand même pas mal les frères. Ray leur dit « Bon les gars, allez, signez le contrat pour me vendre vos parts et on n'en parle plus. Et puis concernant les 1%, bon, je ne l'ai pas noté, mais hein, ça fait des années qu'on se connaît, pas besoin de l'écrire. Faites-moi confiance, on règle ça d'une bonne poignée de main. » C'est de la poudre de perlimpinpin. Et les frères ont accepté. Qui sont cons. Qui sont cons. Parce que inutile de vous dire qu'ils n'ont jamais vu les fameux 1%. Concernant leur resto, ils doivent changer le nom. Il ne s'appellera plus McDonald's, mais The Big Ham. Malheureusement, il fermera quelques années plus tard, car un McDo sera installé quasiment en face d'eux. Quelle indignité. Mais je voulais quand même que ce soit un peu, tu vois, pour montrer créé. Oui, parce oui, que oui. il y a des sources qui disent que c'est lui, lui-même, qui a fait un McDo là.
Ah ouais, Ouais. ok, carrément. Oui, vraiment genre pute, Ah ouais. tu vois, pour vraiment les faire les couler. Mais j'ai pas trop réussi à le montrer, donc c'est pour ça que j'en parle pas, mais Ouais. tu vois, pour Mais montrer je que pense c'était qu'il un en peu serait pute. capable, ça a l'air d'être un fils de pute. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu un salaud. Voilà qui était Ray Kroc. Mais du coup, quel héritage il a laissé? Eh ben, il a littéralement tout standardisé dans l'univers du fast-food, que ce soit au niveau des produits, du mobilier, des uniformes. Il a mis en place des règles strictes pour que partout où tu ailles dans le monde, McDo soit un point de repère. Tu habites dans le putain de Kentucky? Eh ben si tu voyages à Londres et que tu prends un Big Mac, il aura exactement le même goût qu'à côté de chez toi. Et ça, c'est une idée de génie, parce qu'il a fait de son enseigne un endroit qui nous rassure peu importe où on se trouve, parce que tout est pareil. Et bien évidemment, c'est l'héritage qu'il laisse aux autres, puisque tout le monde fait pareil. Que tu ailles chez Burger King, chez KFC, tout ça, c'est partout pareil. En parlant des concurrents d'ailleurs, il a profondément marqué l'industrie avec son modèle de franchise sur terrain de location. Contrairement aux autres, il se contentait pas de vendre des produits, mais il vendait aussi de l'immobilier. Et c'est ça qui est fort. Et bien sûr, avec tout cet argent, il a réussi à faire une communication, un marketing en béton. Et ça a marché, mon Dieu, ça a marché. Comme on l'a vu tout à l'heure, ses pubs donnaient envie d'y aller. Il essayait d'instaurer une norme. Et c'est ce qu'il a fait, puisque tous les concurrents l'ont suivi. Et quelque part, il n'avait pas le choix que de faire la même chose. Cette stratégie, en fait, elle est tellement puissante que déjà, si t'es pas trop con, tu l'appliques parce que tu sais que ça marche. Et en plus, t'as pas trop le choix, parce que sinon, t'es très vite mis de côté par rapport aux autres. Mais alors, Ray, c'est un véritable businessman, un génie ou alors un voleur? Les trois. Les trois? Oui. C'est difficile à dire, puisqu'il est à la fois, pour moi, un peu de tout. On peut pas lui enlever le fait qu'il était passionné par le business, toujours à utiliser les dernières techniques pour améliorer son entreprise. Comme je vous l'ai dit, il écoutait tout le temps des vinyles des mecs qui ont réussi pour s'imprégner de leur méthode. Et c'est en partie grâce à ça qu'il a réussi, même si il a surtout eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, comme avec Sunborn par exemple. Mais d'un autre côté, c'est difficile d'ignorer toutes les saloperies qu'il a fait aux frères McDo. Il a lui-même déclaré « Un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé ». Ça, c'est de la punchline. Oh putain. C'est vrai, hein. C'est vraiment un... Mec. Ouais. Putain, j'aimerais bien avoir des punchlines comme ça. Tu m'étonnes. Bon, je pense que là, le bonhomme, on a bien compris qui c'était. En fait, ça montre bien quel genre de mec c'était dans les affaires. Pas d'honneur tant qu'il y a un billet à se faire. Et donc là, on peut se poser une question. Le rachat de McDonald's, masterclass de business ou simple escroquerie? Et là, tous ceux qui veulent répondre « Oui, mais la question se pose même pas, c'était un énorme connard », évidemment que c'en était un. Mais faut avouer quand même que le mec, il avait du nez, parce qu'il s'est battu pour faire de McDo ce que c'est aujourd'hui. Et je vous rappelle quand même qu'il a fait partie des plus gros employeurs dans le monde, toujours aujourd'hui. McDo est un des plus gros employeurs du monde. Mais évidemment, les pros Ray Kroc, on peut aussi leur répondre que déjà, c'est quand même pas terrible d'avoir escroqué deux mecs qui avaient l'air d'être quand même super sympa. Et d'autant plus que si on prend l'argument des emplois créés, certes McDo embauche énormément, mais le turnover est quand même aussi pas mal. Et les conditions des employés, n'en parlons pas. Bon, et puis, on peut aussi parler des produits qu'ils vendent chez McDo, qui sont pas forcément bons pour la santé. Si tu prends du recul, McDo, c'est du gras servi avec une boisson ultra sucrée pour faire passer tout ça. Et le tout très présent en publicité, histoire de donner envie à tout le monde d'y aller. Donc quelque part, ça conduit forcément un peu à l'obésité. Sans rentrer dans le débat, aux États-Unis c'est compliqué de manger sain et les salaires ils sont pas non plus ultra élevés. Donc quand tu vois que ton putain de menu Big Mac coûte moins cher que de faire un plat sain pour tes gosses, t'as vite fait le choix. C'est vraiment que t'en as rien à foutre de tes gosses. Oui. Aussi, ouais. Sachant que, une petite statistique comme ça en passant, McDo vend des milliards de burgers chaque année. Vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de production pour pallier à la demande. Et là aussi, on tombe dans un point où Ray Kroc en avait un petit peu rien à branler. La pollution. Je l'encule la planète. Plus tu vends de merde, plus tu produis de la merde. Et donc, plus tu pollues. Ajoutons à ça, évidemment, les emballages. Mais ça, c'est rien. La pollution engendrée par McDo, elle est colossale. Et c'est pour ça que, entre autres, ils sont revenus aujourd'hui à utiliser de la vaisselle en magasin. Alors bon, question héritage, je pense que Ray Kroc aurait pu mieux faire. Mais pour prendre un peu sa défense, si on met de côté toutes les zones d'ombre, et il y en a quand même pas mal, il nous aura quand même appris qu'il ne faut rien lâcher dans la vie. La détermination, ça paie quand on lâche rien. Alors peu importe votre projet, ne lâchez rien. Même si c'est compliqué, si la vie s'acharne, ne perdez pas espoir et continuez d'avancer vers vos rêves. Alors, conclusion. Maintenant vous connaissez l'histoire de McDonald's. Vous savez que si aujourd'hui vous pouvez avoir à manger en moins de 5 minutes, c'est grâce à deux frères passionnés par l'optimisation et l'ergonomie.
Mais surtout, vous savez que si vous voyez autant de McDo dans les parages, c'est grâce à un immense connard qui a réussi à devenir un roi de l'immobilier. J'espère que vous allez penser à moi quand vous irez commander ou quand vous déciderez de ne plus y aller. Ça vous regarde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première que j'ai écrite intégralement. Donc merci pour votre soutien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Gros bisous et à bientôt. Et n'hésitez pas à venir voir ma vidéo qui sort bientôt, parce qu'elle sera beaucoup mieux que celle-là. Voilà. Oh, fin de tournage, c'est bien. Fin de tournage, bravo. Allez, merci beaucoup, Merci à moi. merci. Ouais. C'était vraiment incroyable. On a mis 3 heures, non, il est quoi, il est 2h30, Bah, comme tu as dit. bah c'est bien. Comme ça, On a commencé à 9h. Bah voilà, si j'ai pas le compas dans le cul, moi, hein, Ça ne pas laisser ça. on va pouvoir aller bouffer comme ça. Allez, impeccable, putain. Et on se boirait pas un petit Coca-Cola? Les mecs.